j'ai découvert que mon mari avait une deuxième famille un dimanche matin, debout, pieds nus dans ma propre cuisine, tenant un téléphone qui n'était pas le mien. La voix d'une femme m'a demandé si j'étais en route. En arrière-plan, un petit garçon suppliait quelqu'un de ne pas commencer sans lui. Mes mains sont devenues glacées avant même que mon cerveau ne comprenne. 27 ans de mariage, et en l'espace de 11 secondes, je suis devenue une étrangère dans ma propre vie. J'ai attrapé mes clés avant même d'en avoir pris la décision. Je devais le voir de mes propres yeux. Pendant près de 2 ans, Michael quittait la maison chaque dimanche matin. Toujours la même routine, debout avant 7 heures, un café bu debout au comptoir, la veste déjà sur le dos. Il n'expliquait jamais où il allait. Il se contentait de m'embrasser sur le front et de dire qu'il serait de retour en début d'après-midi, comme si c'était la phrase la plus ordinaire du monde. Et pendant longtemps, j'ai laissé cette situation être ordinaire. C'est ce qui arrive quand on est avec quelqu'un depuis l'âge de 22 ans. On arrête de poser des questions. On fait plus confiance à la forme d'une personne qu'on ne remet en question les lacunes de son histoire. Nous nous sommes rencontrés à l'université, nous nous sommes mariés 2 ans plus tard, et nous avons élevé notre fille Anna ensemble dans la même maison en briques de l'Ohio où nous vivons encore aujourd'hui. Michael est ingénieur en structure, le genre d'homme qui lit les manuels d'instruction d'un bout à l'autre avant de monter quoi que ce soit, qui vérifie les serrures 2 fois par nuit, qui ne m'a jamais donné la moindre raison de douter de lui en près de 3 décennies. Il n'est pas romantique au sens traditionnel du terme. Il montre son amour par des charnières réparées, des voitures remboursées et en remplissant silencieusement mon réservoir d'essence avant de longs trajets. J'ai construit toute ma perception de lui sur ce genre de stabilité. Alors, quand les disparitions du dimanche ont commencé, je me suis dit que ce n'était rien. Peut-être un passe-temps, peut-être quelque chose qu'il voulait garder juste pour lui. Et honnêtement, je comprenais que le mariage ne signifie pas posséder chaque heure de la vie de quelqu'un. Ce dimanche-là, je me suis réveillée vaseuse, du genre de fatigue qui vous fait bouger plus lentement que d'habitude. Michael était déjà habillé, se déplaçant rapidement, tapotant ses poches comme il le fait quand il est en retard. Il a attrapé ses clés sur le crochet, a prononcé la même phrase que d'habitude et est sorti avant même que j'aie pu me verser un café. Je me suis tenu à la fenêtre et j'ai regardé son camion sortir de l'allée, les feux arrière disparaissant au coin de la rue Maple. Je me suis retourné vers l'îlot de la cuisine pour commencer ma matinée, et c'est là que je l'ai vu, son téléphone, posé sur le granit, l'écran sombre, oublié dans sa précipitation. Durant toutes nos années ensemble, Michael n'avait jamais une seule fois laissé ce téléphone derrière lui. Ce n'est pas un homme secret, mais il est prudent. Il l'emporte partout avec lui, même jusqu'à la boîte aux lettres. Le voir poser la semblait étrange, comme trouver une chaussure sans sa paire. J'ai failli ne pas y toucher. Je veux être honnête à ce sujet. Une petite partie loyale de moi a failli le laisser là jusqu'à son retour. Mais il s'est allumé, vibrant contre le comptoir, et avant que je puisse réfléchir, j'ai répondu, supposant que c'était peut-être quelque chose d'urgent, le travail peut-être, ou son frère. Une voix de femme, chaleureuse et familière, a demandé si j'étais en route, comme si ce n'était pas la première fois qu'elle passait cet appel. Elle a ajouté qu'Ethan n'arrêtait pas de demander si je venais. Je n'ai rien dit. Ma bouche refusait simplement de bouger. Elle a ajouté qu'il ne commencerait pas sans moi. Et il y avait un sourire dans sa voix, facile et sans méfiance, la voix de quelqu'un qui savait exactement à qui elle parlait, sauf qu'elle ne savait manifestement pas que c'était moi. La communication a été coupée avant que je puisse répondre. Je suis resté là, tenant le téléphone de Michael comme s'il pouvait exploser dans ma main. Mon premier instinct n'a pas été la colère. C'était quelque chose de plus froid, une sorte d'incrédulité qui rendait la cuisine peu familière, comme si j'étais dans la maison de quelqu'un d'autre. J'ai regardé l'écran. Aucun nom associé à l'appel manqué. Juste un numéro que je ne reconnaissais pas. En dessous, un unique texto envoyé 1 heure plus tôt, une adresse sur la rue Willow. Rien d'autre. Pas de cœur, pas de j'ai hâte de te voir. Rien de ce à quoi on pourrait s'attendre dans une liaison. Juste des coordonnées, comme un point de rendez-vous. Cela aurait dû me réconforter. Mais non. C'était pire, en quelque sorte. La banalité de la chose, sa routine, comme si c'était simplement comme ça que les dimanches fonctionnaient maintenant. Et j'étais la seule à ne pas avoir été prévenue. Je suis resté figé un long moment, fixant cette adresse, sentant 27 ans de vie basculer sous mes pieds.
Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait de toute la durée de notre mariage. J'ai pris mes propres clés, j'ai mis le téléphone de Michael dans mon sac à main pour pouvoir le lui rendre plus tard sans un mot, et je suis sorti vers ma voiture. Je me suis dit que je voulais juste des réponses. Je me suis dit que je pouvais encore faire demi-tour, mais mes mains dirigeaient déjà la voiture vers la rue Willow, mon cœur battant un rythme que je ne reconnaissais pas, un instinct me poussant en avant que mon esprit n'ait pleinement saisi ce que je faisais. Le trajet a duré 18 minutes. Je me souviens de chacune d'elles. Dans la zone scolaire, j'ai ralenti par habitude, même si c'était un dimanche. Le parking de l'église se remplissait de voitures. Le monde ordinaire continuait sa route autour de moi tandis que le mien se disloquait en silence. La rue Willow s'est avérée être une rue calme avec des maisons modestes, des porches décorés de carillons et de drapeaux de jardin. Le genre de rue où rien ne semble capable de cacher un secret. Je me suis garé 2 maisons plus loin, moteur éteint, les mains toujours sur le volant. À travers la fenêtre d'une petite maison bleue, je l'ai vu. Michael, dans son pull gris du dimanche, agenouillé sur la pelouse à côté d'un vélo. Et puis un garçon, pas plus de 12 ans, est sorti en courant de la maison et a jeté ses bras autour du cou de mon mari, comme s'il avait attendu ce moment précis toute la semaine. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas respiré. Je suis juste resté assise dans ma voiture, à regarder l'enfant d'une inconnue serrer mon mari dans ses bras comme s'il lui appartenait, et j'ai senti toute l'architecture de mon mariage devenir silencieuse autour de moi. Je suis resté dans cette voiture pendant ce qui m'a semblé 1 heure, bien que ce fût probablement plus proche de 10 minutes. Assez longtemps pour que mon café refroidisse dans le porte-gobelet. Assez longtemps pour voir le garçon tirer Michael par la manche vers le garage. Tous deux riant de quelque chose que je ne pouvais pas entendre à travers la vitre. Je continuais d'attendre que la scène ait un sens, de la manière que j'avais déjà supposée, la pire des manières, celle que chaque épouse craint dans les recoins silencieux de son esprit. Une seconde famille, un fils secret. 27 ans. Et quelque part en chemin, mon mari s'était construit une autre vie à 2 villes de là et l'avait soigneusement intégrée à ses dimanches. Une femme est sortie sur le porche, s'essuyant les mains sur un torchon, et j'ai reconnu la voix avant même de voir son visage. La même chaleur facile de l'appel téléphonique. Elle semblait avoir la trentaine, les cheveux foncés attachés en arrière, portant l'expression fatiguée et compétente de quelqu'un qui avait appris à gérer un foyer seul. Elle a appelé le garçon, qui a répondu en criant qu'il arrivait tout de suite. Et pendant un instant, ils se sont tenus tous les 3 dans le jardin, comme une photographie que je n'étais pas censé voir. Je me suis préparé. J'ai ordonné à mes mains d'arrêter de trembler. Je me suis dit que quoi que ce soit, j'y ferais face directement, comme j'ai fait face à tout le reste dans ma vie, les yeux ouverts. Mais en observant plus longtemps, quelque chose ne collait pas à l'histoire que je m'étais déjà écrite dans la tête. Michael ne l'a pas touché. Pas une seule fois. Pas de main sur son dos, pas de regard insistant, aucun des petits gestes physiques qui existent entre des personnes qui partagent plus que de l'amitié. Quand elle lui a tendu un verre de thé glacé, il l'a pris avec un simple merci et s'est retourné vers le garçon, examinant la chaîne du vélo comme si c'était la tâche la plus importante de sa semaine. Il n'y avait aucune tension dans l'air entre eux. Aucune de l'électricité que j'aurais reconnue instantanément, même après toutes ces années. Ce que j'ai vu à la place ressemblait presque à une scène domestique, mais d'une manière différente. Pratique, sans hâte, familière, d'une façon qui n'avait rien à voir avec la romance. Pendant la demi-heure qui a suivi, j'ai regardé mon mari faire des choses ordinaires. Il s'est assis à une table de pique-nique avec le garçon, une feuille d'exercice de mathématiques étalée entre eux, lui expliquant patiemment la division longue avec la même patience tranquille qu'il avait utilisée autrefois pour apprendre à Anna à faire un créneau. Il a resserré la chaîne du vélo et vérifié les patins de frein. Il s'est dirigé vers le côté de la cour où un homme plus âgé, aux cheveux argentés, large d'épaules malgré son âge, se débattait avec une tondeuse à gazon, et les 2 hommes ont travaillé ensemble pour la faire démarrer, échangeant des mots que je ne pouvais pas entendre. Mais que je pouvais lire assez facilement dans leur posture, à l'aise, sans être dérangés, comme des hommes qui avaient fait cela de nombreuses fois auparavant. Plus tard, la femme a apporté un plateau de sandwich, et ils se sont assis tous les 4 à la table de pique-nique pour ce qui ressemblait à un déjeuner dominical sans histoire. Michael a coupé le sandwich du garçon en 2 sans qu'on le lui demande, exactement comme je me souvenais qu'il le faisait pour Anna quand elle était petite. Ma poitrine s'est serrée en voyant cela. Pas de jalousie exactement, quelque chose de plus étrange, de plus proche de la confusion.
Cela ne ressemblait pas à de la trahison. Cela ressemblait à un sentiment d'appartenance. Et d'une certaine manière, cela me troublait encore plus. Je suis rentré à la maison avant Michael. Faisant attention de rester un pâté de maison entier derrière lui à l'unique intersection où nos routes auraient pu se croiser, mon cœur battant la chamade tout le long du trajet. J'ai replacé son téléphone sur le comptoir de la cuisine, exactement là où il l'avait laissé, puis je me suis occupé du linge. Je n'avais pas besoin de plier, mon esprit tourbillonnant d'explications qui refusaient de prendre une forme cohérente. Quand Michael a franchi la porte cet après-midi-là, il avait l'air comme toujours après ses sorties du dimanche, un peu hâlé, vaguement satisfait de lui, portant un sac en papier de la quincaillerie. Il l'a posé sur le comptoir et a commencé à le déballer sans cérémonie, un livre pour enfants sur le système solaire, un petit kit de modèles réduits d'avion encore dans sa boîte, un paquet de crayons de couleur, du genre de ceux vendus en vrac à la pharmacie. Je me tenais dans l'embrasure de la cuisine, le regardant décharger ses objets comme un homme revenant d'une course qu'il avait faite 100 fois auparavant. Pas de fleurs, pas de bijoux, pas un seul article qui parlait de romance ou de culpabilité, ou du genre de cadeau qu'un homme achète pour apaiser sa conscience. Juste des fournitures pour un enfant qui avait apparemment besoin d'un tuteur en mathématiques et de quelqu'un pour réparer la chaîne de son vélo. « Bonne journée » ai-je demandé, ma voix plus stable que je ne le sentais. « Ouais » a-t-il dit, levant brièvement les yeux, ce même calme indéchiffrable sur son visage. « Bonne journée. » Il n'en a pas dit plus, et je n'ai pas insisté. Un certain instinct me disait que ce dont j'avais été témoin sur la rue Willow n'était pas toute l'histoire, que j'étais au bord de quelque chose de plus grand qu'une liaison, quelque chose que je n'avais pas encore les mots pour nommer. J'ai pensé au visage du garçon quand il avait couru pour serrer Michael dans ses bras, à la joie sans retenue de ce geste, à la façon dont il s'était accroché un instant de plus qu'un simple bonjour ne l'exigeait. Les enfants ne feignent pas ce genre de soulagement pour des étrangers. Ils le réservent aux personnes qui comptent. Cette nuit-là, allongé à côté de mon mari dans le noir, je me suis surprise à faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années, l'étudier comme une énigme au lieu d'une forme familière. 27 ans, et je réalisais que je ne lui avais jamais demandé une seule fois ce qu'il faisait de ses dimanches, parce que je n'en avais jamais eu besoin. Maintenant, la question pesait lourdement sur ma poitrine, m'empêchant de dormir. Je ne lui ai rien dit cette nuit-là. Je n'étais pas encore prête. Mais je savais déjà que je retournerais à la rue Willow le dimanche suivant, parce que quoi que ce fût, je ne pouvais pas l'ignorer, et je ne pouvais pas continuer à prétendre que je n'avais pas regardé. La semaine qui a suivi a été comme vivre deux vies distinctes dans une seule maison. En surface, tout a continué exactement comme toujours. Michael partait travailler à 7 heures, rentrait à 18 heures, me demandait comment s'était passée ma journée. Pendant le dîner, il s'endormait devant les informations du soir, ses lunettes de lecture encore sur le nez. Mais sous cette surface, je l'observais maintenant. Je l'observais vraiment, d'une manière que je ne m'étais pas autorisé depuis des années. J'ai remarqué des choses que j'avais négligées auparavant. De petits détails qui étaient sous mes yeux, déguisés en rien. Un reçu dans la poche de sa veste d'un magasin de loisirs créatifs, détaillant des bâtons de colle et un carton d'affichage. Un morceau de papier millimétré plié dans son camion, couvert de ce qui ressemblait à des corrections de devoirs de géométrie, écrites de sa main familière en lettres capitales. Un livre pour enfants sur les volcans à moitié caché sous le siège passager. Sa tranche déjà abîmée par l'usage. Rien de tout cela ne m'avait interpellé avant, parce que rien de tout cela n'en avait eu besoin. Maintenant, chaque objet semblait être un indice dans une histoire que je commençais à peine à lire. Au milieu de la semaine, notre garage avait acquis de nouveaux habitants. Je ne pouvais me l'expliquer par aucune réponse confortable. Une petite boîte à outils, à poignée rouge et clairement dimensionnée pour des mains plus jeunes, se trouvait sur l'établi à côté de celle de Michael. Un casque de vélo pour enfants était accroché à un crochet près de la porte, sentant encore légèrement le plastique neuf. Un jeu d'échecs, à moitié assemblé, était ouvert sur une table pliante. Une partie interrompue en plein milieu, comme si quelqu'un avait l'intention de la terminer plus tard. Je me tenais dans ce garage un soir, pendant que Michael était à l'intérieur en train de faire la vaisselle, fixant ses objets comme une archéologue reconstituant la vie de quelqu'un que je pensais connaître complètement. Quand le dimanche est revenu, je n'ai pas dit à Michael que je le suivais. J'ai simplement quitté la maison 20 minutes après lui, conduisant sur la route désormais familière vers la rue Willow avec un étrange mélange de culpabilité et de détermination dans la poitrine. Je me suis garé au même endroit que la fois précédente,
assez loin pour ne pas être remarqué, assez près pour tout voir se dérouler. Cette fois, Michael et le garçon, je ne connaissais toujours pas son nom, construisaient quelque chose ensemble dans l'allée, une étagère à en juger par le carton plat appuyé contre la porte du garage. Michael tenait la planche pendant que le garçon vissait, sa petite langue sortant en signe de concentration, comme le font les enfants lorsqu'une tâche leur importe. L'homme plus âgé que j'avais vu la semaine précédente, celui aux cheveux argentés, se tenait à proximité, parlant à un voisin par-dessus la clôture, et j'ai capté un fragment de sa phrase portée par le vent. Il fait partie de la famille, a dit l'homme en hochant la tête vers Michael, sa voix pleine d'une aisance qui suggérait que ce n'était une nouvelle pour personne sauf pour moi. Pas parce qu'il le doit, mais parce qu'il l'a choisi. Quelque chose dans ma poitrine s'est fissuré à ces mots, bien que je ne puisse pas encore nommer le sentiment qu'il avait provoqué. J'ai regardé Michael rire de quelque chose que le garçon a dit, un rire franc et facile que je ne l'avais pas entendu avoir depuis plus longtemps que je ne voulais l'admettre. Pas le petit rire poli qu'il offrait lors des dîners de famille. Pas l'expiration fatiguée qu'il réservait à mes blagues après une longue journée au bureau. C'était différent, sans retenue, chaleureux, le rire d'un homme qui avait complètement baissé sa garde parce qu'il faisait confiance à la personne en face de lui. Je suis resté dans ma voiture pendant près de 2 heures ce jour-là, observant une version de mon mari que je ne reconnaissais pas entièrement, et pourtant que je sentais être plus honnêtement lui que tout ce que j'avais vu depuis des années. Il n'y avait aucune performance là-dedans, aucune obligation, juste un dévouement calme et constant à une tâche et à un enfant qu'il adorait manifestement. Avant de finalement démarrer le moteur pour partir, j'ai entendu la voix du garçon traverser la cour, assez claire pour m'atteindre même de loin. « Tu viendras dimanche prochain aussi, n'est-ce pas ?» a-t-il demandé, et il y avait quelque chose de fragile sous le ton désinvolte de la question, quelque chose qui sonnait comme un enfant se préparant à une déception, tout en espérant le contraire. Michael n'a pas hésité. « Je ne manquerai ça pour rien au monde », a-t-il dit, simple et certain, comme une promesse qu'il avait faite 100 fois auparavant et qu'il avait l'intention de tenir 100 fois de plus. J'ai conduit jusqu'à la maison avec cette phrase en boucle dans mon esprit. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Pas j'essaierai, pas on verra. Un vœu prononcé simplement, sur le même ton qu'il avait utilisé des décennies auparavant en me disant qu'il m'aimerait pour le reste de sa vie. J'ai réalisé alors que ce qui liait mon mari à ce garçon de la rue Willow n'était ni occasionnel ni nouveau. Cela avait le poids des années derrière, la forme de quelque chose de délibérément construit et soigneusement protégé. Cette nuit-là, je suis resté éveillé longtemps après que Michael se soit endormi à côté de moi, sa respiration lente et régulière, totalement inconscient de la façon dont j'avais observé sa vie secrète se dérouler. J'ai pensé à la boîte à outils dans le garage, aux corrections de géométrie de son écriture, à l'aisance de son rire dont je n'avais pas mérité d'être témoin directement. J'ai pensé aux mots du vieil homme flottant par-dessus la clôture, pas parce qu'il le doit, mais parce qu'il l'a choisi, et j'ai compris pour la première fois que je ne regardais pas les débris de mon mariage. Je regardais un mystère. Et quelque part sous ma confusion, une question plus discrète avait commencé à prendre racine, une question à laquelle je ne pouvais pas encore répondre: qu'est-ce qui pourrait bien pousser un homme à tenir une promesse comme celle-là, fidèlement, chaque semaine pendant des années? Sans jamais le dire à sa propre femme? Je n'ai pas engagé de détective privé. Je n'ai pas confronté Michael sous le coup de la colère. Pourtant, il y a eu des moments cette semaine-là où les mots étaient sur le bout de ma langue, prêts à jaillir pendant le dîner ou dans le silence sombre de notre chambre. Au lieu de cela, j'ai fait ce que j'ai toujours fait lorsque quelque chose dans ma vie refusait d'avoir un sens. Je suis allé chercher des faits. J'ai passé 30 ans en tant que comptable, à rapprocher des chiffres qui ne concordaient pas jusqu'à ce que je trouve la seule transaction qui expliquait tout. J'ai décidé de traiter cela de la même manière. J'ai commencé par les archives du journal local, cherchant en ligne tout ce qui était lié au nom que j'avais entendu le vieil homme utiliser pour le garçon, Ethan, en croisant les informations avec notre ville et le comté environnant. Cela a pris moins de temps que prévu. Un titre d'il y a 3 ans a brutalement arrêté mon défilement. Un incendie de maison dans la partie est de la ville. Un pompier volontaire qui n'en était pas sorti vivant, laissant derrière lui une épouse et un jeune fils. Le nom du pompier était Daniel Brox. L'article comprenait une photographie, un portrait de famille clairement pris 1 an ou 2 avant l'incendie, montrant un homme large d'épaules en uniforme, debout à côté d'une femme que je reconnaissais maintenant instantanément. Son bras enroulé autour d'un garçon qui ne pouvait pas avoir plus de 8 ou 9 ans à l'époque. Olivia Brox, Ethan Brox. Les pièces que je tournais et retournais depuis 2 semaines avaient soudain des noms.
Et avec les noms est venue une histoire à laquelle je ne m'attendais pas. J'ai continué à lire. L'incendie avait commencé dans un duplex à 2 rues d'une école primaire, et Daniel était entré pour sauver 2 enfants piégés au 2e étage. Il les avait sortis. Il n'avait pas réussi à sortir à temps. L'article mentionnait une enquête sur la cause de l'incendie, procédure standard pour tout décès. Et, enfoui dans un article de suivi quelques semaines plus tard, se trouvait une seule ligne qui m'a coupé le souffle, une citation du bureau du chef des pompiers. Remerciant l'ingénieur en structure qui avait été consulté pour l'enquête, s'assurant que le schéma d'effondrement du bâtiment était correctement compris pour le rapport final. Le nom de l'ingénieur était Michael Lawson. Je suis resté assise avec ça pendant un long moment, fixant l'écran de mon ordinateur portable dans la cuisine vide. Les pièces des 2 dernières années se réarrangeaient en une forme que je reconnaissais enfin. Michael n'avait pas simplement été consulté sur un dossier abstrait. Il avait marché dans les décombres de cette maison. Il avait probablement rencontré Olivia et Frank pendant l'enquête, dans les semaines les plus brutes et les plus dévastatrices de leur vie, quand une veuve et un grand-père âgé essayaient de comprendre comment élever un garçon de 8 ans traumatisé qui venait de voir son père mourir en le sauvant. Je n'avais pas de preuve de ce qui s'était dit entre eux à l'époque, pas dans un article ou un registre public, mais je connaissais assez bien mon mari après 27 ans pour l'imaginer clairement. Michael n'a jamais été un homme qui abandonne les choses cassées. C'est celui qui reste tard pour réparer la clôture d'un voisin sans être payé, qui passe ses samedis matins à aider les amis d'université de Hannah à déménager, qui ne peut pas laisser un problème non résolu s'il pense être capable de le résoudre. Je pouvais l'imaginer debout dans les ruines de cette maison, rencontrant un garçon effrayé qui venait de perdre son père, et prenant une décision que la plupart des gens auraient laissé tranquillement s'évanouir dans le passé. Je me suis surprise à imaginer les mots, bien que je ne saurais jamais exactement ce qui a été dit. Quelque chose de simple, quelque chose comme un jeune Frank demandant si son petit-fils s'en sortirait, ou Ethan serrant un jouet taché dessus et ne parlant à personne pendant des jours. Et quelque part dans ce chaos terrible et tendre, mon mari disant doucement à Frank, « Si jamais Ethan a besoin de moi, appelez-moi. » Ce n'était pas une grande promesse. Ce n'était pas le genre de choses qu'on attendrait d'un homme qu'il respecte des années plus tard, une fois l'enquête terminée et la vie ayant ramené chacun dans ses orbites séparées. La plupart des gens disent ce genre de choses dans les moments de deuil et le pensent sincèrement sur le moment, pour que les mots se dissolvent une fois la crise passée et que la vie ordinaire reprenne ses droits. Mais Michael n'est pas comme la plupart des gens. Frank avait appelé, et au lieu de laisser la promesse s'effacer en quelque chose qu'il avait autrefois bien intentionné, Michael l'avait tenue, tranquillement, fidèlement, pendant 3 ans, sans jamais m'en dire un mot. J'ai fermé mon ordinateur portable et je suis resté assise dans la cuisine sombre pendant un long moment, sentant la forme de ma colère se dissoudre en quelque chose de bien plus compliqué. Je ne regardais pas un homme qui avait trahi notre mariage. Je regardais un homme qui avait fait un vœu privé à un enfant en deuil, et qui n'avait jamais une seule fois envisagé de le rompre, même au prix du secret, même au risque de ce que je pourrais penser si je le découvrais. Il y avait quelque chose de presque insupportablement décent là-dedans, et quelque chose qui faisait mal d'une manière entièrement différente de ce qu'aurait fait l'infidélité, parce que maintenant je comprenais exactement à quoi avaient servi ces dimanches matins pendant tout ce temps. Chaque leçon de mathématiques, chaque réparation de vélo, chaque après-midi tranquille passé à apprendre à Ethan comment manier un marteau ou tenir une canne à pêche. Ce n'était pas une seconde vie que Michael s'était construite loin de moi. C'était un garçon qui avait perdu son père et un homme qui avait refusé de le laisser perdre quelqu'un d'autre, un dimanche à la fois, pendant 3 années ininterrompues. J'ai repensé à la voix d'Ethan flottant dans cette cour. Tu viendras dimanche prochain aussi, n'est-ce pas? Et la réponse de Michael, stable et immédiate. Je ne manquerai ça pour rien au monde. J'ai enfin compris ce que ces mots signifiaient réellement. J'ai attendu le dimanche matin pour dire quoi que ce soit, non pas parce que je voulais le prendre au dépourvu, mais parce que je voulais lui donner une dernière chance de me le dire lui-même, de la manière dont je croyais maintenant qu'il avait toujours eu l'intention de le faire, éventuellement. À son propre rythme. Il se tenait au comptoir, se versant son café, déjà habillé pour son départ habituel, quand j'ai posé mon ordinateur portable sur l'îlot de la cuisine, ouvert sur l'article concernant l'incendie. Michael, ai-je dit, en gardant ma voix aussi stable que possible. Je sais pour la rue Willow. Il est devenu très immobile, la cafetière en suspens au-dessus de sa tasse, et pendant un instant, j'ai vu quelque chose de compliqué traverser son visage. Pas de la panique, exactement, mais l'immobilité particulière d'un homme qui porte quelque chose de lourd depuis longtemps et qui vient de réaliser qu'il n'a plus à le porter seul.
Il a posé la cafetière avec précaution, comme si le mouvement lui-même exigeait de la concentration. Depuis quand sais-tu, a-t-il demandé doucement. 2 semaines, ai-je admis. Je t'ai suivi. J'ai entendu l'appel téléphonique. La femme, Olivia. Je t'ai vu avec Ethan. Je ne comprenais pas ce que je voyais, alors j'ai fait des recherches. Il a hoché la tête lentement, tirant une chaise à la table, et pour la première fois en près de 3 décennies de mariage, j'ai regardé mon mari lutter pour trouver les bons mots. Je me suis assise en face de lui et j'ai attendu. Je ne lui ai pas demandé pourquoi il ne m'avait rien dit, pas encore. J'ai posé la seule question qui comptait vraiment. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Il est resté silencieux un long moment, tournant lentement sa tasse de café entre ses mains sans y boire. Ça a commencé modestement, a-t-il finalement dit. Je les ai rencontrés pendant l'enquête. Ethan ne parlait à personne. Frank faisait de son mieux, mais il avait 70 ans et était en deuil aussi, essayant d'élever seul un garçon de 8 ans traumatisé. J'ai juste commencé à passer, d'abord pour aider avec un projet scolaire, puis pour réparer une clôture. Je me suis dit que je prendrais du recul une fois que les choses se seraient stabilisées, une fois qu'Ethan aurait une sorte de vie normale à nouveau. Mais tu n'as pas pris de recul, ai-je dit. Non. Il a levé les yeux vers moi alors, et il y avait quelque chose de brut dans son expression, quelque chose que je voyais rarement chez lui. J'ai pensé à la promesse que j'avais imaginée, celle que je ne pouvais pas prouver, mais que je savais être vraie d'une manière ou d'une autre. Tu as dit à Frank que tu viendrais si Ethan avait besoin de toi. Les yeux de Michael se sont légèrement écarquillés, surpris que j'ai reconstitué autant de choses. Oui, a-t-il admis. Je l'ai dit sans vraiment y réfléchir. Je ne m'attendais pas à l'appel. Quand Frank m'a téléphoné 8 mois plus tard en disant qu'Ethan avait arrêté de manger, arrêté de parler, ne voulait plus quitter sa chambre, je ne pouvais pas l'ignorer. J'y suis allé ce dimanche-là, et j'ai juste continué à y retourner. Pendant 3 ans, ai-je dit. Tu as continué à y retourner chaque semaine et tu ne m'as jamais rien dit. Je sais comment ça sonne, a-t-il dit. Et pour la première fois, son sang-froid s'est légèrement fissuré, sa voix s'amincissant sur les bords. Ce que tu as fait, ai-je souligné doucement, bien qu'il n'y eût plus de véritable accusation. Je sais, a-t-il admis. Au début, je me suis dit que c'était temporaire, donc ça n'avait pas besoin d'être expliqué tout de suite. Puis les mois ont passé, et il semblait trop tard pour en parler sans que tu te demandes pourquoi j'avais attendu si longtemps. Chaque année qui passait, le silence devenait plus lourd. Je ne protégeais pas un secret. Je pense honnêtement que je protégeais le monde d'Ethan pour qu'il ne se sente pas fragile. Il avait déjà perdu tellement de stabilité. Je ne voulais pas qu'il ait l'impression que j'étais quelque chose de conditionnel, quelque chose qui pourrait lui être enlevé si ma propre vie se compliquait. Je suis restée assise avec ça un long moment, regardant mon mari, un homme qui ne m'avait jamais donné, en 27 ans, de réelles raisons de douter de son caractère, paraissant plus vulnérable que je ne l'avais vu depuis la naissance de Hannah. J'ai pensé à la boîte à outils dans le garage, aux fiches de mathématiques, au rire que j'avais entendu flotter dans cette cour, tellement plus léger que tout ce que j'avais entendu de lui depuis des années. J'ai pensé à un garçon qui avait perdu son père dans un incendie, demandant chaque dimanche si le seul homme qui avait choisi de rester reviendrait. J'ai tendu la main sur la table et j'ai pris celle de Michael, sentant la tension en lui commencer à se relâcher lentement. Tu aurais dû me le dire, ai-je dit. Non pas parce que tu as fait quelque chose de mal, mais parce que j'aurais compris. Parce que j'aime toujours l'homme qui fait des promesses comme ça et les tient, même quand ce n'est pas pratique, même quand c'est difficile à expliquer. Il m'a regardé un long moment, quelque chose comme un soulagement se dessinant doucement sur ses traits. Emmène-moi avec toi dimanche prochain, ai-je dit. Le dimanche suivant, je suis allé avec Michael à la rue Willow pour la première fois, assise sur le siège passager de son camion au lieu de le suivre 2 maisons derrière dans ma propre voiture, me sentant étrangement nerveuse d'une manière que je n'avais pas anticipée. 27 ans de mariage, et je me surprenais encore à lisser ma jupe et à vérifier mon reflet dans le miroir du pare-soleil, comme si j'allais rencontrer quelqu'un dont l'opinion comptait énormément pour moi. D'une certaine manière, je suppose que c'était le cas. Michael avait appelé dans la semaine, expliquant gentiment à Frank et Olivia que Rebecca savait tout maintenant et que je voulais venir. Je ne pouvais qu'imaginer ce que cette conversation avait dû être de leur côté. 3 ans d'intimité soigneusement préservée s'ouvrant soudainement pour inclure une étrangère, même une qui était, à sa manière compliquée, déjà liée à tout cela.
C'est Olivia qui a ouvert la porte quand nous sommes arrivés, et j'ai pu voir immédiatement la lassitude dans ses yeux, la politesse prudente de quelqu'un qui se prépare à une conversation difficile. Elle était plus jeune que ce à quoi je m'attendais de près, avec des yeux fatigués qui parlaient d'années passées à tenir un foyer seul par sa propre force. Frank se tenait quelques pas derrière elle dans le couloir d'entrée, son expression plus difficile à lire, les bras vaguement croisés sur sa poitrine dans une posture qui semblait plus protectrice qu'hostile. « Rebecca » a dit Olivia prudemment, tendant une main qui tremblait légèrement. « C'est un plaisir de vous rencontrer enfin. »« Vous aussi » ai-je dit, et je le pensais, bien que les mots semblaient inadéquats pour tout ce qui restait non dit entre nous. Ethan a été le plus difficile à affronter. Il se tenait près de l'escalier, à moitié caché derrière l'épaule de Frank, me regardant avec la lassitude particulière d'un enfant qui a déjà appris que le changement signifie souvent la perte. J'ai compris immédiatement pourquoi Michael n'avait jamais voulu perturber ce monde fragile. Ethan avait construit son sentiment de sécurité autour d'un rituel dominical très spécifique, et me voilà, une variable inconnue menaçant de compliquer la seule stabilité qui lui restait. Je n'ai pas essayé de forcer la conversation. Au lieu de cela, j'ai demandé à Olivia si je pouvais l'aider à la cuisine et j'ai passé les 20 premières minutes à simplement exister à la périphérie de leur monde, les laissant s'adapter à ma présence à leur propre rythme. Michael, de son côté, se déplaçait dans la maison exactement comme il l'avait toujours fait, vérifiant un robinet qui fuyait que Frank avait mentionné, emmenant Ethan dans le garage pour regarder un frein de vélo qui nécessitait un ajustement. Son aisance dans cet espace, si bien établi après 3 ans, semblait rassurer tout le monde sur le fait que rien d'essentiel n'avait vraiment changé. Finalement, je me suis retrouvé assise sur les marches du porche arrière à côté d'Ethan, qui était sorti, tenant un sandwich à moitié mangé, clairement envoyé pour me surveiller par un arrangement silencieux avec les adultes à l'intérieur. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment, le soleil de fin de matinée réchauffant les marches en bois sous nous. Je pensais que Michael appartenait à un autre endroit, ai-je finalement dit, en gardant ma voix douce, sans hâte. Pendant un moment, je ne comprenais rien à tout ça. Mais maintenant, je sais qu'il ne me cachait pas un secret. Il tenait juste une promesse qu'il t'avait faite. Ethan ne m'a pas regardé tout de suite. Il a gratté la croûte de son sandwich, son jeune visage aux prises avec quelque chose de compliqué. Quand il a finalement parlé, sa voix s'est légèrement brisée sur les bords. Chaque dimanche est le seul jour où j'ai encore l'impression d'avoir un père, a-t-il dit. Et puis, comme si cette phrase avait débloqué quelque chose qu'il retenait depuis longtemps, il s'est mis à pleurer. Pas de façon dramatique, juste des larmes silencieuses et régulières qui parlaient d'années de deuil portées trop secrètement pour un garçon de son âge. Je ne l'ai pas touché tout de suite. Je suis simplement resté assise à côté de lui laissant ce moment, et j'ai senti mes propres yeux s'embuer sans vraiment le vouloir. J'ai pensé à Daniel Brooks, un homme que je n'avais jamais rencontré, qui avait couru dans un bâtiment en feu et donné sa vie pour que son fils puisse garder la sienne. J'ai pensé à Michael debout dans les décombres de ce même incendie, faisant une promesse silencieuse à une famille brisée qu'il n'avait jamais rompue. Je suis contente qu'il ait tenu parole, ai-je finalement dit. Je suis contente que tu l'aies. Ethan s'est essuyé le visage avec le dos de sa main, et pour la première fois depuis mon arrivée, il m'a regardé directement. Quelque chose dans son expression s'est adouci, la lassitude laissant place à quelque chose de plus ouvert, de plus disposé. Plus tard cet après-midi-là, tout le groupe s'est réuni dans le jardin pour un barbecue. Frank s'occupait du grill avec l'autorité facile d'un homme qui l'avait fait 1000 fois. Olivia disposait des assiettes en carton et un pichet de limonade. Anna, notre fille, est venue de son appartement après que Michael l'ait appelée pour l'inviter, curieuse et un peu abasourdie par l'histoire qui se déroulait devant elle, mais chaleureuse et facile à vivre comme toujours. Trouvant rapidement son chemin dans une conversation avec Ethan sur un jeu vidéo qu'il adorait. Au moment où le soleil a commencé à baisser sur le jardin, quelque chose avait entièrement changé. Personne ne se sentait plus comme un étranger. Frank a raconté une vieille histoire sur Daniel qui a fait rire Olivia à travers des larmes inattendues. Michael retournait des hamburgers pendant qu'Ethan narrait des instructions exagérées depuis une chaise de jardin, profitant pleinement de son autorité temporaire. Alors que nous nous préparions à partir, Ethan a couru vers moi près de la voiture, sa timidité antérieure complètement disparue. « Tu reviendras dimanche prochain ?» a-t-il demandé, me regardant avec un espoir si franc qu'il m'a presque bouleversé. J'ai souri, sentant quelque chose se mettre chaleureusement en place dans ma poitrine. Chaque fois que j'en aurai l'occasion, lui ai-je dit.
Un an s'est écoulé depuis ce premier après-midi sur la rue Willow, et les dimanches dans notre famille ne ressemblent plus du tout à ce qu'ils étaient, et ressemblent en tout point à ce qu'ils auraient dû être depuis le début. Ce n'est plus le jour où Michael disparaissait tranquillement pendant que je restais à la maison à me demander. C'est le jour où deux familles, que le deuil et les circonstances avaient autrefois tenues séparées, se réunissent maintenant sans secret, sans hésitation, simplement parce que nous choisissons de le faire. J'ai appris à Ethan à faire les biscuits de ma grand-mère au printemps dernier, debout à côté de lui au comptoir de la cuisine d'Olivia, tandis qu'il mesurait soigneusement la farine avec la même concentration intense qu'il apportait autrefois à la division longue. Il a complètement raté la première fournée, riant de sa propre erreur d'une manière qui aurait été impensable pour le garçon renfermé et prudent que j'ai rencontré il y a un an. Michael et Ethan ont passé un samedi entier le mois dernier à reconstruire la transmission d'un vieux go-kart que Frank avait entreposé dans sa remise pendant des années. Tous les deux couverts de graisse, se chamaillant de bonne humeur à propos d'instructions qu'aucun d'eux ne comprenait entièrement. Frank est devenu au papy Frank pour toute notre famille maintenant, pas seulement pour Ethan. Il se présente au dîner d'anniversaire de Hannah avec des histoires sur ses journées de pompier qui font rire la table bien après le dessert. Il appelle Michael toutes les 2 semaines juste pour parler, comme le font de vieux amis. Leurs conversations ne sont plus liées à une seule obligation, mais simplement enracinées dans une affection sincère. Olivia a rouvert la petite boulangerie qu'elle avait mise de côté après la mort de Daniel. Et je suis devenu l'une de ses clientes régulières du samedi, assise à son comptoir autour d'un café, à discuter des complications ordinaires de la vie comme le font des amis proches. Hannah traite Ethan comme le petit frère qu'elle n'a jamais eu, le taquinant sans relâche sur ses goûts musicaux, se présentant à l'improviste pour l'aider avec ses projets scolaires lorsqu'elle vient de Denver. En les regardant ensemble, j'oublie parfois qu'il y a un an, aucune de ces personnes n'existait dans la vie des autres. Qu'une famille entière s'était tranquillement formée autour d'une promesse faite dans les cendres d'une tragédie, bien avant que je ne sache qu'elle existait. Je pense souvent à ce dimanche matin où j'ai répondu pour la première fois au téléphone de Michael, mes mains froides, mon esprit construisant déjà la pire version d'une histoire qui s'est avérée être tout autre chose. Je pense à quel point j'étais certaine à ce moment terrible que j'étais sur le point de perdre mon mari. Que 27 ans de mariage étaient en train de se défaire en l'espace d'un seul appel téléphonique. Je n'aurais pas pu avoir plus tort. Et je n'ai jamais été plus reconnaissante de me tromper sur quoi que ce soit dans ma vie. Ce que j'ai trouvé à la place de la trahison, c'est une version de mon mari que je n'avais pas entièrement vue auparavant. Même après toutes nos années ensemble, un homme capable d'un héroïsme discret et sans faste. Le genre qui ne s'annonce pas, qui se présente simplement semaine après semaine sans avoir besoin de reconnaissance ou de remerciement. J'ai trouvé un jeune garçon qui avait tout perdu dans un incendie et qui, lentement, prudemment, a retrouvé le chemin du rire. J'ai trouvé une veuve reconstruisant sa vie un dimanche à la fois, et un vieil homme qui était devenu grand-père 2 fois pour une famille liée non pas par le sang, mais par le choix, la constance et un amour qui refusait tout simplement d'abandonner. Le week-end dernier, nous nous sommes tous réunis à nouveau chez Frank, la cour remplie du bruit facile de gens qui apprécient sincèrement la compagnie des autres. Ethan a jailli de la porte d'entrée dès que notre voiture s'est garée dans l'allée, descendant les marches en courant, avec la même joie sans retenue que j'avais autrefois observée de loin, garé 2 maisons plus loin, terrifié par ce que cela pouvait signifier. Sauf que maintenant, cette joie était pour nous deux. Rebecca, Michael, entrez. Le petit déjeuner est presque prêt, a-t-il crié, agitant les 2 bras comme si nous pouvions le manquer, là, sur le porche. Je suis sorti du camion et j'ai marché vers cette maison de la rue Willow. N'étant plus une étrangère regardant à travers les fenêtres, mais un membre de la famille franchissant la porte d'entrée. J'ai pensé à quel point j'étais passé près de laisser la peur et les suppositions écrire une fin entièrement différente à cette histoire. Une où j'aurais confronté Michael avec colère avant même de comprendre ce que je regardais vraiment. Une où j'aurais laissé 2 semaines de surveillance silencieuse se transformer en ressentiment au lieu de curiosité. J'avais l'habitude de croire que tout ce qui se cachait derrière une porte verrouillée, derrière des absences inexpliquées, derrière des secrets gardés même des personnes les plus proches, devait être quelque chose de douloureux, quelque chose destiné à blesser. J'ai appris depuis que ce n'est pas toujours vrai. Parfois, ce qui est caché n'est pas du tout une trahison. Parfois, c'est une promesse si tendre, si discrètement tenue que la personne qui la porte ne sait pas comment la formuler à voix haute sans qu'elle paraisse plus petite qu'elle ne l'est en réalité. Mon mari a tenu un vœu envers un garçon de 8 ans en deuil pendant 3 ans sans jamais demander de reconnaissance, sans jamais s'attendre à ce que je comprenne, simplement parce qu'il croyait que c'était la bonne chose à faire. Et ce faisant,
il n'a rien enlevé à notre mariage. Il a donné à notre famille plus de personnes à aimer que je n'aurais jamais pu l'imaginer seul. Je pense encore à ce dimanche matin parfois, au téléphone vibrant sur le comptoir, à mon monde entier qui bascule en un instant. Mais maintenant, quand je m'en souviens, je ne ressens plus de peur. Je ressens de la gratitude. Reconnaissante de l'avoir suivi ce jour-là. Reconnaissante de ne pas avoir laissé les suppositions devenir toute l'histoire. Reconnaissante que de l'autre côté de ma plus grande peur, j'ai trouvé quelque chose de bien plus grand que ce que je pensais perdre. Je veux savoir jusqu'où ce genre d'histoire peut aller. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi d'où vous regardez. Nous avons tellement d'autres histoires comme celle-ci à partager avec vous chaque jour. Alors, assurez-vous de vous abonner pour ne jamais manquer un moment comme celui-ci. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.